Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième édition du podcast Le 5e quart. Ce podcast pour les fans de football universitaire ici à Montréal et dans le reste du Québec. Jonathan Guy qui est toujours avec nous pour ce magnifique podcast. On est très content d'être là pour une deuxième édition. Ça a tellement bien fonctionné la première semaine. On était vraiment heureux des chiffres. On voudrait d'ailleurs remercier tous ceux qui ont eu la gentillesse de partager. Exactement, de partager, d'écouter, de prendre le temps. C'était quand même un podcast d'une heure. Puis on remercie aussi Philippe Henschel d'avoir été assez aimable pour participer puis être notre cobaye pour les tests, tester ce deuxième podcast. Selon les dires, ça a très bien été, puis il y a eu beaucoup de plaisir, donc on est bien content d'avoir un deuxième invité cette semaine avec nous en studio. On espère qu'il va avoir autant de plaisir. On a Alex Romain-Raymond, le secondaire étoile des Carabins avec nous autres. Salut Alex, ça va? Yes, ça va bien vous? Oui, ça va super. Très bien. Donc Alex, on en a parlé un peu avec Philippe la semaine passée. Le match, je pense, crucial de votre saison, c'est en fin de semaine que ça se joue contre le Rouge et Or à Montréal, devant vos partisans. C'est quoi l'ambiance? Comment vous appréhendez ce match-là qui, vous savez, en fait, qui est ultra important pour vous autres? En fait, je dirais pas que c'est le match crucial de l'année. Il faut dire que c'est un match très important, mais je pense que le match crucial de l'année, c'est le dernier de la saison, puis le dernier de l'année. Mais c'est sûr que je vous cacherai pas que c'est un match très important. C'est un match contre nos éternels rivaux, le Rouge et Or, chez nous, devant nos partisans. Donc, on a perdu un premier match un peu à... Il a fait de mal. Dernier jeu du match. Ça a été un très beau match quand même. Faut pas le cacher. C'est un match que les deux équipes vont vouloir remporter. Donc, je m'attends à du gros football en fin de semaine. Présentement, quelle est l'ambiance dans le vestiaire? Quel est le mot d'ordre qu'on se donne? Parce que, puis on en avait parlé un peu la semaine passée avec Philippe, on dirait que les Carabins cette année, il y a deux visages. À domicile, vous êtes une équipe vraiment, là, un rouleau compresseur, personne ne peut vous battre. Puis ben sur la route, deux défaites, une défaite crève-cœur contre Laval, puis une défaite assez difficile contre Sherbrooke. Donc là, quelle est l'ambiance présentement dans le vestiaire? Je pense que cette semaine, ce qu'on s'est donné comme mot d'ordre, c'est le mot travail, en fait. C'est revenir à la base du football. Qu'est-ce qu'on fait bien chez les Carabins? On travaille fort. On travaille pendant 60 minutes de temps, 4 quarts du début à la fin, puis on donne tout ce qu'on a. Puis je pense que c'est vraiment cette formule-là qu'il va falloir appliquer en fin de semaine si on veut réussir à battre le Rouge et Or. Puis côté défensif, je pense que ça va quand même bien pour vous autres. Vous avez donné quand même des bonnes chances à votre attaque là, d'obtenir des bonnes séquences. Vous avez créé plusieurs revirements. Fait que vous autres, est-ce que la stratégie va changer en fin de semaine ou c'est vraiment, vous allez garder la même ligne directrice? Vous dites, nous autres, on continue de faire notre travail, puis si on fait ce qu'on a à faire, ça va bien se passer. Ben moi, je vais être franc avec vous, c'est que le plan de match de la défensive des Carabins de l'Université de Montréal, depuis que je suis ici, ça fait 3 ans, ça change pas, c'est toujours la même. On veut toujours essayer de mettre de la pression sur ce scoreur-là, essayer de le déranger, essayer de rentrer un peu dans sa tête. Puis je pense que ça fonctionne bien depuis, en tout cas, des 3 années que je suis ici, donc je pense pas qu'on devrait changer ça. Par contre, il y a certains jeux, certains... calls, si je peux dire, qui vont changer, c'est certain, parce que le Rouge et Or, c'est définitivement pas la même équipe que Sherbrooke. Le cahier de jeu offensif complètement différent, des athlètes différents. Donc, c'est certain qu'on ne pourra pas appeler les mêmes jeux à n'importe quel moment dans le match. Mais je pense que je suis très confiant avec le plan de match qu'on a en place. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être important de travailler fort parce qu'eux aussi, ils veulent aller chercher ce match-là. Puis surtout que présentement au classement, il y a beaucoup de parité. Hein. Vous êtes une quadruple égalité avec 3 victoires, 2 défaites. Il y a Sherbrooke, il y a McGill. Et bien, je pense que c'est ça. Il y a 3 équipes d'enfants en triple égalité. Triple égalité, exactement. Donc là, il y a aussi l'aspect jouer le premier match des séries à domicile qui est important. Le Sherbrooke doit encore affronter Laval après votre match contre Laval. Donc c'est un match qui a même beaucoup d'incidence et qui va être très important pour vous, tant au classement que pour le reste des séries. Oui, c'est certain, mais comme tu viens de me l'apprendre un peu qu'il y a une triple égalité en deuxième position, moi, je regarde vraiment pas ça. Je me concentre, je me concentre en fait sur ce que je peux contrôler. Ce que les autres équipes font, ce que les autres équipes gagnent comme match, que perdent. Sincèrement, c'est plate à dire, mais je m'en fous un peu parce que je contrôle pas ça. Ce que je contrôle, c'est ce que je fais sur le terrain, c'est ce que mon équipe fait sur le terrain. Nous, je sais qu'on est 3-2. OK, on n'a pas la fiche qu'on aimerait avoir, c'est certain. Mais hey, c'est fait. Puis en fin de semaine, on a la chance de se rattraper. Puis c'est ce qu'on va essayer de faire. Puis défensivement, contre Laval en fin de semaine, ça va être quoi la clé pour vous autres? Ça sera quoi le mandat pour arrêter l'attaque de Laval? Parce que Hugo Richard revient au règne de l'offensive. C'est ça, donc, exactement. Puis je sais qu'eux autres, ils ont eu des blessures dans le champ arrière avec Christopher Amoa puis Maxime Boutin, mais ça a l'air que les deux joueurs vont être en uniforme, donc ça va être encore une fois 2 joueurs que vous allez devoir surveiller. Là. Exactement. Ben moi, je pense et je penserai toujours que la pierre angulaire de cette offensive-là, c'est la ligne à l'attaque. Ouais. Puis je pense que si on est capable d'arrêter cette ligne à l'attaque-là, je pense qu'on vient de marquer beaucoup de points le gros scoreboard sans en marquer, si je peux dire. Donc, je pense que ça va être vraiment ça l'important.
Leur carrière, Hugo Richard, c'est sûr que c'est un très bon carrière qui revienne au jeu. Ça va être un premier match pour lui depuis sa dernière blessure. Donc, je pense que ça va être important de le tester le plus vite possible. Mais encore une fois, il y a une très bonne ligne à l'attaque devant lui pour le protéger. Donc, je pense que le plus gros défi, c'est réussir à percer cette ligne à l'attaque-là. Si on réussit à faire ça, je pense qu'on améliore nos chances. Ben exactement, c'est de créer des schemes différents, là, si je peux prendre l'expression anglaise, mais c'est de créer du mouvement, c'est aussi de se rendre au carrière, parce qu'on sait que Hugo Richard est quand même fragile de par sa commotion cérébrale, donc si vous êtes capable d'aller le frapper régulièrement, ben, comme tu viens de dire, il y a une grosse partie du travail qui vient d'être fait. Oui, ben c'est certain. Moi, Hugo Richard, je le connais en tant que joueur, je le connais pas en tant que personne. Mais j'ose espérer que quand on revient d'une commotion cérébrale, on veut pas nécessairement se faire frapper tout de suite. Exactement. Donc, je pense que si on réussit à mettre de la pression, juste être proche de lui, je pense que des fois, ça peut peut-être lui nuire dans le match puis éventuellement nous aider. Ça, c'est de forcer à précipiter des décisions des fois, puis ça peut être à l'avantage défensif de peut-être faire une interception ou même créer des revirements. Exactement. Je pense que ça, c'est le but de toute défensive. En fait, si on réussit à faire prendre des décisions rapidement, c'est là qu'on fait des erreurs. Puis que ce soit à n'importe quelle position, mais je pense qu'au poste de carrière, c'est la position qui requiert de prendre des décisions le plus rapidement possible, puis les meilleures décisions, parce que des fois, ça peut coûter cher. J'ai posé une question la semaine dernière à Philippe. J'ai demandé c'est quel le demi-défensif contre lequel tu as eu le plus de difficultés dans ta carrière universitaire. J'ai le goût de te poser le même style de question. Toi, évidemment, vu que tu es secondaire, tu fais souvent face à des porteurs de ballon, tu dois les couvrir aussi en protection de passe. Tu dois évidemment les plaquer quand ils s'en viennent dans les tranchées. C'était qui, pour toi, le porteur de ballon le plus difficile à contrer, le plus difficile à plaquer, le plus difficile à arrêter depuis le début de ta carrière, là, depuis toutes tes 3 années avec les Carabins? Je vous dirais bien aucun, mais ça serait vous mentir. Tu ne dois pas dire aucun. Non, mais ça peut être aussi collégial même. Exactement, je vais probablement vous surprendre avec ma réponse. Moi, je vais vous dire que c'est Rotran Séné, ancien porteur de ballon de l'Université de Montréal. Là, j'ai jamais joué contre lui. J'ai juste pratiqué contre lui. Puis je vais vous dire une chose, c'est que ce gars-là, si t'es pas dans ton gap, il va le voir puis il va te le faire payer à chaque jeu. Là. Moi, j'ai juste pratiqué à ma première année là, contre lui. Puis je vais vous dire une chose, ce gars-là, il est très impressionnant. Là, Mais ce gars-là, c'est tellement une genre de grosse boule d'énergie, tellement des cuisses. Ses cuisses sont de ma largeur au complet. Puis c'est tellement un centre de gravité important qu'il a. Donc, très compact, il court toujours très très bas. Il descend toujours son centre de gravité pour être sûr d'être en mesure de briser des plaqués puis pouvoir arriver au point de contact puis toujours avoir l'avantage sur le joueur défensif. Mais je n'ai jamais vu Rotran Séné tomber sur le dos. C'était très très rare. Rotran Séné a toujours été chercher la verge supplémentaire en tombant vers l'avant. Moi, je vais vous dire une chose, c'est qu'en 1 contre 1, tu plaques pas Rotran Séné. Non. C'est open field. Son surnom, c'était 99. 99, ah ouais? Parce qu'il y avait 99 d'OV partout. C'était pour ça qu'on l'appelait comme ça. Puis, tu sais, moi, j'ai pas eu je l'ai vu jouer 3 matchs, en fait, parce qu'il s'est malheureusement blessé à ma première année. Puis après 3 matchs, je pense qu'il a été premier dans la ligue pour les verges au sol pendant 5 matchs. Donc, je pense que ça en dit beaucoup sur l'athlète qu'il était. Puis c'est vraiment dommage qu'il y ait autant de bad luck, si je peux dire, là, parce que ça, c'est tout un athlète. Puis j'espère qu'il va faire son retour bientôt. Là. J'ai l'occasion de le croiser dans la salle d'entraînement. Ça fait beaucoup au sepsum. Oui, exactement. Puis beaucoup à la physiothérapie, tout ça. Puis il est encore positif, en tout cas. Mais je pense pas que ce gars-là peut être négatif, en fait. C'est un peu... quand tu as toujours une belle attitude et que tu as tout le talent qu'un Rotran Séné a, eh bien, c'est sûr et certain que c'est plus difficile de vouloir... perdre l'épaule à la roue puis de vouloir s'entraîner davantage quand on a tout le talent qu'on a comme ça. Là. Exactement. C'est sûr que ça peut juste motiver, je pense, essayer de redevenir le joueur qu'il était. Exact. Alex, linebacker secondaire, 3e année. Byron a quitté l'an passé au repêchage pour les Tiger Cats d'Hamilton. Fait que cette année, c'est une belle année pour toi, 3e année. Ça va être sûrement ton année de East-West Bowl à la fin de la présente campagne. Comment tu as entrevu la saison? Là, tu avais des gros souliers à chausser, tu les chausses très bien jusqu'à présent, mais c'était beaucoup. C'est une lourde et grosse tâche. Comment ça se déroule pour toi jusqu'à présent de ce côté-là? Ben moi, c'est comme j'ai dit au début de l'année à certains journalistes, moi depuis que je suis au secondaire, depuis que je suis au cégep, j'ai tout le temps eu un peu ce rôle-là en défensive, puis dans l'équipe, c'est essayer de rassembler les troupes. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai fait sans vouloir m'inventer, mais c'est naturel pour moi de faire ça. T'sais, moi, je suis quelqu'un qui travaille fort, que ce soit à l'école, que ce soit au football, dans la salle d'entraînement. Je suis quelqu'un qui donne tout le temps son 100%. Puis je pense que ce qui fait en sorte que les gens suivent, c'est qu'ils apprécient ça. Que même si je suis fatigué, que même si j'ai des examens,
Si je suis dans le gym, je suis à 100% dans le gym. Si je suis à l'étude, je suis à 100% dans l'étude. Puis ça, il faut que je dise un gros merci à ma mère, en fait, qui m'a enseigné, ma mère et mon père qui m'ont enseigné ça. Alors, comment il s'appelle? On va les saluer en ondes pendant qu'ils nous écoutent encore à ce temps-là. Mon père, c'est Laurent Aymon, ma mère, Suzanne Cromer. Laurent, Suzanne, on vous salue. Salut, maman. Merci d'être à l'écoute. Mais c'est ça, fait que ça, c'est une attitude que tu reflètes dans toutes les sphères de ta vie. Oui, exactement. Moi, je dis tout le temps que je veux être le meilleur joueur de football possible, je veux être le meilleur étudiant, mais je veux être le meilleur être humain aussi. Donc, je pense que l'école, oui, le football, oui, mais la vie, en général, c'est quelque chose que je m'efforce d'être le meilleur possible parce que je pense qu'au final, c'est ça qui est important. Et d'avoir côtoyé Byron Archambault pendant tes 2 premières années universitaires, quels sont les plus beaux conseils que tu as retirés de tout ça, de l'avoir fréquenté, de l'avoir côtoyé sur le terrain? Ben, faut dire que Byron, c'est pas le gars qui parle le plus. Là. Premièrement, là, lui, il dit pas un mot. Il parle par ses actions. Hein? C'est ça, tu sais. Des fois, on le voit sur le terrain, il a l'air de parler, mais il parle pas. Il fait juste grogner, puis ça intimide tout le monde. Fait que, je pense que c'est un peu cette attitude-là d'être mean. Tu sais, de. Game face. Peu importe ce qui se passe au terrain, que tu te fasses passer un jeu de 80 verges, que tu t'enlèves, puis que tu aies la même. Que tu sois aussi confiant le jeu d'après, puis que tu montres que, hey, ben, gars, ça va arriver un jour ou l'autre, là, que je. T'sais, que tu te replaces au terrain et tu es aussi confiant. Puis je pense que c'est cette confiance-là que Byron m'a transmis un peu. Parce que, tu sais, je vais vous dire, moi, quand j'étais collégial, quand j'étais au secondaire, j'étais quelqu'un de très nerveux avant les matchs. Tu sais, le cœur me levait. Mais à l'université, c'est plus le cas. Puis au début de ma première année, un petit peu. Mais on dirait que quand je me suis mis à côtoyer, comme Byron, comme Antoine Pruneau, David Ménard... Matt Gérard, tu sais, tous des vétérans d'Impact, Jean-Samuel Blanc, Cody, c'est des gars qui étaient extrêmement confiants. Puis quand tu es entouré de toute cette confiance-là, tu n'as pas le choix d'être confiant toi aussi, parce que tu sais que ça va bien aller, parce que ces gars-là sont là pour toi. Fait que je pense que ça m'a beaucoup aidé dans mon cheminement, en fait. J'avais confiance en moi, mais... Peut-être que tu ne peut-être pas assez le reconnaître. C'est ça, on dirait que j'étais conscient que j'étais un bon joueur de football, mais on dirait qu'il fallait que je me le prouve encore à moi-même, tu sais. C'est vrai. Fait que je pense que c'est la présence de Byron, mais de tous ces gens-là autour de moi, ça m'a beaucoup aidé pour ça. Cool. Alex, parle-nous un peu de ton parcours, parce que toi, tu viens d'une petite communauté dans le Bas-Saint-Laurent. C'est à Price, ouais, c'est ça? Exactement. Exact. Combien d'habitants? Une communauté de 1000 habitants que tu disais? À peu près, ouais. Je peux pas dire le nombre exact, mais ça tourne autour de ça, ouais. Toi, t'es clairement la fierté de ton village, là. Ben, en fait... C'est tout près si la mairie t'a pas donné encore les clés, là. Ouais. Ben, en fait, mon père était maire il y a quelques années. Ben, Laurent! Ouais, exactement, mais c'est... Laurent Aymon! Laurent Aymon était maire de ce... c'est quoi déjà le nom du village? Price, comme Carey Price. Comme Carey Price. Justement, j'aimerais avoir un entrevue avec Carey, ça pourrait être drôle. Ouais, vous auriez un, vous pourriez. Prochaine fois, on l'appelle dans le studio, Carey. C'est ça, on va l'appeler, là, juste son numéro de téléphone. On va l'appeler. Mais ouais, exactement. Moi, je viens de ce petit village-là. Puis, tu sais, quand quelqu'un me demande je viens de où, je dis tout le temps Price en premier, même si je sais exactement je suis certain qu'il ne sait pas c'est où. Parce que, tu sais, je suis fier d'où je viens. Puis, ce que j'aime, moi, c'est j'aime pas les gens on dirait qu'ils oublient d'où ils viennent. Tu sais, parce qu'il faut pas oublier que si on est rendu où on est aujourd'hui, c'est parce qu'au début, il y a eu des gens, il y a eu du monde qui nous a entourés du tout début, puis qui nous a emmenés où on est aujourd'hui. Très vrai. Puis mon village, ça a été quelque chose de très important pour moi. Tu sais, quand je m'entraîne l'été, quand j'avais tout, tu sais, je courais dans la rue, puis le monde me klaxonnait, puis il m'encourageait. Tu sais, ben juste ça. Tout le monde se connaît, exact. Ben exactement. Tu sais, chez nous, là, t'as besoin d'une pinte de lait pour le matin. Ben tu traverses chez le voisin, tu te cognes même pas, tu rentres, tu dis. Hey Hélène, j'ai besoin d'une pinte de lait, c'est beau, faut ir dans le frigidaire pour ça, puis tu la ramènes 2-3 jours plus tard, il n'y a pas de problème. Mais à Montréal, là, tu fais pas ça, tu connais même pas le nom de ton voisin. Non, c'est ça. Donc, c'est ça. Ça, c'est vrai. Puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez nous. Puis, tu sais, comme vous dites, tout le monde se connaît, les gens savent je suis qui, ils entendent parler de moi, puis... les gens. Une fierté également. Ben, tes parents sont encore là-bas? Tout le monde. C'est ça. Ma mère maintenant est à Price, mais mon père est déménagé à Montjoly. C'est juste à côté. C'est 5 minutes de voiture, mais. Fait que pendant la saison morte, tu as l'occasion d'y aller, d'y retourner régulièrement. Ouais, ben en fait, l'année passée, j'ai réussi à ramener la Coupe Vanier dans mon coin, à faire profiter aux gens. Comme Patrick Lavoie qui joue maintenant pour les Red and Blacks. Lui, dans le temps qu'il jouait pour le Rouge et Or, ben lui, il vient de mon coin aussi. Exact. Puis il avait gagné la Coupe Vanier, puis il avait amené dans mon coin. Puis moi, j'étais dans la salle, puis j'avais vu ça. Puis tu sais, je m'avais dit, ben moi aussi, à un moment donné, ça va être moi. Puis comme de fait, ben ça a été la même chose. Donc, Puis, fait que là, ton football mineur, j'imagine qu'il n'y avait pas d'équipe à Price. Non, ben c'est ça. En fait, c'est dans une à Price, c'est une école primaire. Puis à Montjoly, juste la petite ville à côté, c'est une école secondaire. Dans ce temps-là, ça s'appelait, le nom de l'équipe de football, c'est le Pentagone, le Mistral.
pentagone, ouais, comme la forme, là. Mais maintenant, ça s'appelle le monarque, c'est un peu mieux. Ouais. En effet. Même si on peut dire que c'est un papillon, mais eux autres, c'est... Je sais pas trop. Le monarque, je pense que c'est un rapport avec la monarchie. Puis, ouais, c'est exactement. C'est un signe de gladiateur, un peu. Là, le christianisme et tout ça, là, je pense que c'est un lien avec ça. Ouais. En tout cas, c'est pas le papillon, ça, c'est... Non, je pense pas. Il est trop tôt ce matin pour qu'on parle de monarchie et de christianisme, là, donc vous venez de me perdre, les gars. Puis, c'est ça, moi, j'ai fait mes 5 années là, puis, mais avant, au primaire, en 5e et 6e année, j'ai joué au flag football. Okay. Puis c'était ma professeure d'éducation physique qui m'avait initié à ça. Elle m'avait dit, tout est costaud, pas mal, mais en vrai, j'étais un petit gros, puis elle voulait me faire jouer trop humble, mais j'ai tout le temps été... Mais t'as découvert quand même un sport, j'imagine, en jouant au flag football, t'as réalisé, hey, c'est vraiment, vraiment le fun, j'aimerais ça pouvoir continuer à... Ouais, exactement. Moi, à l'époque, là, j'étais corps arrière, là, puis, tu sais, tu courais. Non, je lançais le ballon, puis c'est ça que j'aimais faire, puis j'étais bon là-dedans, pour vrai, comme... Mais à ma grandeur, à un moment donné, j'aimais moins ça. Puis comme là, t'es quoi, t'es 5 et 10? Je suis à 5 et 8 et 3 quarts, fait que j'ai arrondi à 5 et 9. Ouais, on a rendu long. On a arrondi à l'entier supérieur. Mais hey, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je contrôle ce que je contrôle. Ma grandeur, je la contrôle pas. Exact. Puis, on peut dire que là, joué... sur le terrain, t'as pas l'air d'un joueur qui mesure 5 pieds 9. Pas pantoute. On te regarde arriver sur le terrain, puis on se dit... Ouais, t'as plus l'air d'un secondaire qui mesure 6 pieds 2, qui pèse 240 livres puis qui court les 40 verges en 4.5. Là, merci beaucoup, c'est très apprécié. Puis je fais pas du lichage. Non, pour vrai, c'est vraiment ça qu'on voit. Là, on a la chance de regarder les matchs avec une certaine distance, puis avec un œil critique puis un œil analytique, puis c'est vraiment ça qu'on voit quand on te regarde jouer. Fait que... lancer quelques petites fleurs comme ça. Juste pour continuer, là, mais moi, je me suis jamais laissé impressionner par ça parce que il faut dire que ma grandeur, ça n'a jamais été un avantage. C'est vrai. Fait que si ça n'a jamais été un avantage, j'ai tout le temps appris à compenser par autre chose. Fait que je pense que c'est ça qui a fait en sorte aussi que je suis l'athlète que je suis aujourd'hui. Donc, tu as commencé corps arrière à Montjoly? Oui, exactement. Corps arrière au flag football en 6e année, corps arrière en secondaire 1. Corps arrière en début secondaire 2, puis là, à un moment donné, il y a un certain coach qui s'appelait Malcolm Webb. Lui, maintenant, il coach les Pionniers de Rimouski. Ça, c'est l'équipe collégiale de mon coin, disons. Ouais. Puis lui, il me voyait dans les pratiques, puis on faisait tout le temps des drills de contact, apprendre à plaquer, puis là, il trouvait que je plaquais fort. Puis là, il dit, toi, tu t'en viens défensif. Fait que là, mon coach à l'attaque, lui, il était comme, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'enlèves mon corps arrière. Non, c'est ça. Finalement, je me suis ramassé middle linebacker à ma première année cadet. Puis j'étais le moins gros, le moins grand des trois, mais quand ça s'en venait dans mon trou, je fermais les yeux, puis je courais en avant, puis je constatais des gars après, puis finalement, j'avais le dessus souvent. On ferme les lumières. Mais ce qui est drôle dans tout ça, c'est que ma mère, elle voulait pas que je joue à cette position. Maman, c'est ça. Hein? Puis j'y ai pas dit, ça a pris on a, première game de saison, on l'a joué à l'extérieur, fait qu'elle l'a pas su. Deuxième game de saison, c'était à Montjoly, puis là, elle s'en vient, puis là, elle voit la défensive, puis elle me voit rentrer sur le terrain, puis là, elle dit, écoute, qu'est-ce qu'il fait là? Ça parle pas. Là, embarque dans le char pour revenir à la maison. Mais est-ce que ton père le savait dans ce temps-là? Non, je n'avais pas dit personne. Mon père, je savais que ça ne dérangerait pas. Lui, il a joué au hockey en Europe. Il a joué du gros hockey. Puis, il aime ça que ça brasse. Il était quasiment content dans un sens. Je ne sais pas s'il était content, mais lui, il aimait mieux que je joue au hockey dans ce temps-là. OK. Le football, il aimait ça, mais tant que je joue au hockey. Non, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Puis là, ma mère, elle me dit... Mais ça, on n'était pas à la même position qu'aujourd'hui. Puis là, je dis, je me dis, elle s'en rendra peut-être même pas compte, elle connaît pas ça. Comme la technique de l'ours, hein. Elle dit, si je fais le mort, elle va s'en aller, elle s'en rendra pas compte. Ouais, non, finalement, ça a été dur d'y en passer une vite là-dessus, elle savait, tu sais. Puis là, elle m'a dit, comment ça, t'es plus à cette position-là? J'ai dit, je suis meilleur à cette position-là, tu sais. Puis, ouais, mais là, tu vas te faire mal. Puis là, j'ai dit, non, c'est moi qui frappe les gens. Puis, corps arrière, c'est toi qui se fait frapper, tu sais. Puis, j'aime mieux ça. Fait que là, elle s'est arrêtée là, tu sais. Puis, 2-3 jours plus tard, il y a un de mes amis qui vient me parler, un plus vieux, Thomas Cardinal, je me rappelle. Puis elle, il avait déjà enseigné, puis lui, il avait 3 ans. Puis là, elle avait été demandée c'était quoi un linebacker, puis c'est quoi que ça faisait pour pouvoir m'arriver avec des arguments, puis ça. Oui. Mais lui, il avait dit la même affaire que moi. Il dit, Alex, il frappe fort, puis il a pas mal moins de chances de se faire mal là. Exactement, c'est lui qui donne le contact, c'est pas lui qui le reçoit. Exactement. Puis, faut dire que grâce à ce coach-là, Malcolm Webb, j'aurais probablement peut-être jamais joué linebacker de ma vie, puis je serais peut-être bien pas ici aujourd'hui, mais il faut dire que lui, il a pris ce guest-là, puis ça a été payant. Puis après ça, après les 5 années au niveau secondaire, là, t'as pris quand même une grande décision dans ta vie, c'est de quitter le nid familial au cégep, qui est quand même, t'es âgé à peu près 16-17 ans. Ouais, toi, comme tu disais tantôt, avant qu'on entre en ondes, tu disais que t'as toujours été dans les plus jeunes de ta cohorte parce que t'es né à la fin du mois de septembre. Fait que là, c'est encore un peu gros step parce que t'es le genou,
Tu es plus jeune que tout le monde, puis tu arrives dans un endroit que tu connais pas. Puis quand même une certaine distance d'uni familial, là, on se cachera pas, entre ton village de Price et le collège Lévis-Lauzon. Ouais. Puis, pour toi, c'était quoi l'adaptation là, entre l'école secondaire et le cégep? Est-ce que ça a été difficile pour toi de faire cette transition-là? Ben, il faut dire que quand je suis parti de chez moi, j'avais 16 ans, donc avant d'arriver au cégep, tu sais, puis tout ça. J'étais quand même préparé à ça un peu parce que, tu sais, moi, depuis que j'étais secondaire 1 ou secondaire 2, tu sais, moi, je voulais jouer du... j'ai rien contre l'organisation des pionniers. C'est une très belle organisation. Puis s'il y a des jeunes dans mon coin, ben s'ils vont jouer là, je suis content pour eux parce que depuis là, quelques années, ça monte en flèche. Puis je suis convaincu que cette équipe-là va être capable de gagner un championnat sous peu. Mais moi, dans ma tête, je voulais pas aller jouer là. Je me disais je voulais aller jouer à Québec. Je me disais que je voulais jouer du football dans une division plus haute. Je pensais que j'étais capable de le faire, puis c'est ça que je voulais faire. Puis c'est uniquement pour ça que j'ai pas été joué à Rimouski. Puis pourquoi Lévis-Lauzon? Pourquoi pas justement CNDF, qui est mon alma mater, ou pourquoi pas Montréal, ou pourquoi Lévis-Lauzon? C'est sûr que c'est quand même... Il y a quand même plusieurs équipes. Puis à l'époque, en plus, moi, je me rappelle, parce que bon, je suis un peu plus vieux qu'Alex, mais à l'époque, justement, on marchait avec les lettres, donc c'était du 3A, du 2A, c'était pas des divisions. Garneau jouait du 3A, Lévis-Lauzon et le CNDF ont joué du 2A. Donc pourquoi ce choix-là? Ben, en fait, ma mère voulait que j'aille jouer au CNDF parce qu'elle disait que c'est une école privée, puis elle disait ça va être une meilleure école, puis tout ça. Puis là, ben, tu sais, j'écoute ma mère un peu, mais tu sais, déjà là, je me disais que hey, c'est moi qui décide. Exact. Puis ma mère aussi me le faisait savoir dans tout ça. Ben, il faut dire que moi, j'avais fait un challenge Wilson. Oui. La première édition du RSEQ, je l'avais faite avec Richard Savoie, puis tout ça. Puis j'avais déjà commencé à connaître des joueurs là. Puis Richard, tu sais, s'il y a un des coachs qui m'a influencé beaucoup dans ma carrière puis qui m'a aidé beaucoup, c'est bien Richard. Dans mon parcours RSEQ puis dans mon parcours collégial, là, c'est quelqu'un qui... Puis j'ai encore contact, puis on se parle encore souvent. C'est un très bon coach, mais c'est un très bon être humain aussi. Là, quelqu'un qui aime ses joueurs puis qui t'es pas un numéro pour lui. Non, c'est ça. Donc c'est pour ça, moi j'avais déjà appris à connaître Richard, j'avais déjà beaucoup de jeunes qui avaient fait le RSEQ, qui avaient joué pour les Corsaires de Lévis puis qui s'en allaient là quasiment par défaut, comme l'Académie Saint-Louis. Exactement, au CNDF. c'est ça, tout le temps ça. L'école tout près, comme même à Rimouski en fait pour les pionniers. Hein? C'est comme les cactus du Collège Notre-Dame qui s'en vont au Cégep du Vieux. Ici à Montréal, c'est ça. Là, c'est ça, puis c'est juste normal aussi à un moment donné. C'est pas tout le monde qui est prêt à s'en aller de chez eux. C'est sûr. Puis si j'avais eu l'opportunité de jouer du collégial Division 1 à côté de chez nous, c'est sûr que c'est ça que j'aurais fait. Exactement. Donc, c'est ça. Puis moi, c'est pour cette raison-là que je suis allé à Lévis. Puis j'avais quand même eu une offre pour aller jouer au cégep d'Édouard-Montpetit parce que j'avais fait le camp Bruno Eppel. Je sais pas si ça existe encore, probablement. En tout cas, dans le temps que je jouais, ça existait. Ben moi aussi, mais peut-être. Il me semble que je vois encore quelques chandails, parce que je coach au football, puis je vois des fois des chandails de pratique là, de ce camp-là, mais ça je sais pas si ça existe encore, mais je pense que oui. Puis en fait, le coach des linebackers, là, c'était un Mathieu, je me rappelle pas de son nom de famille, en tout cas, mais lui, il coachait pour le cégep de Doron-Petit. Okay. Puis lui, il m'avait dit, j'aimerais ça que tu viennes jouer pour moi, mais il dit, t'es trop petit pour jouer linebacker, je te ferais jouer demi-défensif. Fait que moi, j'ai dit, je vais aller faire le camp. Je vais faire le camp, ça va super bien. Puis à la fin du camp, il me dit, ils ont fini par m'appeler. Puis ils m'ont dit, ouais, finalement, on ne ferait plus jouer linebacker. On se ravise. Mais tu sais, faut dire que déjà, m'en aller à Lévis, je trouvais ça quand même loin pour un petit cul de 16 ans. Fait que là, m'en aller à Montréal, que je connais personne, là, je pense que ça a été un meilleur choix pour moi d'aller à Lévis parce que peut-être que c'était du football d'une division plus faible. Mais je pense que mon adaptation était meilleure, puis ça a plus aidé à mon développement en tant que joueur de football et étudiant. Je pourrais être un gars de Québec. Lévis, c'est une très belle ville aussi. Là, pour une ville étudiante, tout est à une distance de marche, c'est très, très près. C'est une merveilleuse ville, tu es tout près de Québec. Mais en même temps, c'est sûr que c'est loin de Rimouski, mais ça se fait bien là, par le l'autoroute 20, ça se fait tout facilement. Puis il faut dire que Lévis, ça ressemble à Rimouski comme ville. Énormément. C'est une ville étudiante, tout est proche, sur le bord du fleuve. Il y a juste les autobus puis les Ashton qui n'ont pas à Rimouski, tu sais. Oui, c'est vrai. Pour vrai, ça se ressemble. C'est vrai. Très vrai. Ça se ressemble vraiment. Et comment a été ton parcours là-bas? Ah, sincèrement, si t'as recommencé le matin, moi, je recommencerai tout de suite. Là. Moi, je suis arrivé là. C'est sûr que les 2 premières semaines en cas d'entraînement, ça a été tough. Je suis arrivé, quand t'es au secondaire, tu joues tout le temps, tu joues à l'offense, tu joues à la défense. Là, t'arrives là, t'es backup, là, tu te cales. Mais moi, j'ai jamais été quelqu'un qui s'est dit, je vais lâcher. Moi, je travaillais tout le temps plus fort, puis ça a été un peu dans mes gènes, puis enseigné. Fait que je travaillais. Des fois, je trouvais ça tough, parce que je faisais des erreurs, puis j'ai tout le temps été dur avec moi là-dessus. Fait une erreur, puis là, je repensais que ça de ma soirée, puis je pourrais pas être partant si je continue à faire des erreurs de même, t'sais.
Puis, mais j'ai tout le temps travaillé fort, puis Richard le voyait, ça, puis c'est pour ça qu'il m'a donné ma chance à un moment donné contre Victoriaville. Puis je me rappellerai tout le temps de ce match-là. Mes parents étaient dans les estrades parce que je leur avais dit que c'est moi qui étais partant, tu sais. Puis là, moi, je me dis, OK, là, Alex, faut que tu fasses de quoi de gros pour le forcer. Time to shine. Exact. Puis c'est ça que je publie sur Facebook avant chaque match. OK. Time to shine. J'écris tout le temps ça. Puis depuis que je suis collégial, j'écris ça. Puis premier jeu du match, mon coach m'a envoyé un blitz. Fait ça pour ceux qui connaissent moins le football, c'est une pression. La pression venait de l'extérieur. Pour les 3 personnes qui connaissent pas le football et qui nous écoutent, pression de l'extérieur, tout près du bloqueur. Puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai vu le porteur de ballon sortir comme en tracé de passe. On appelle ça un bubble, mais c'est une petite balloune, disons. Puis mon cerveau me dit comme prends un pas à l'extérieur, puis je sais pas comment c'est fait, mais le ballon s'est ramassé dans mes mains, puis j'ai couru pour un toucher. Puis là, après mon premier jeu collégial, puis là, je suis arrivé dans la zone des buts. J'ai vu un flag à terre, mais j'avais eu le feeling du toucher, fait que je me suis dit que ça comptait pour moi. OK, il était callback. Ouais, ben, l'interception était bonne, mais il y a eu un bloc dans le dos. Okay. Ça. Fait que le toucher, mais j'ai vu le tunnel, là, puis je pense que c'est ça l'important. Exactement, là, c'est ça. Savoir c'était quoi. Ah ouais. Puis là, je suis arrivé dans un début, puis là, je me suis dit, c'est ça que ça me prenait. Exactement. Puis après ça, j'ai jamais débarqué du terrain. Wow. Depuis ce temps-là. J'avoue que comme première impression, c'est quand même difficile à battre. Là, pour vrai, étant entraîneur, ça a dû être difficile de te sortir du terrain après ça. Ben, parce que pour t'amener sur une pression, puis que tu as la présence d'esprit d'arrêter ta pression, puis de prendre un pas, puis d'aller suivre le tracé du porteur de ballon, c'est pas tous les secondaires qui sont capables de faire ça, puis capables de réagir à ce niveau-là. Je vous dirais. Des fois, c'est les instincts aussi. Exactement. C'était mon instinct qui m'a dit de faire ça, parce que si ça avait pas marché, j'aurais eu l'air d'un piment. C'est vrai. J'aurais eu l'air d'un raisin. Carrément. Mais là, ça a marché. C'est vrai. Mais regarde, à ce temps-là, tu dis pas non, tu prends l'interception. C'est ça, puis tu cours le plus vite que tu peux. Oui, c'est vrai. Donc là, tu joues tes 3 années à Lévis-Lauzon. Ouais. Comment sont terminés les deux? Bon, la première année, on en a parlé avant en studio. Vous avez perdu contre CNDF en demi-finale. On salue tous mes anciens coéquipiers. Les 2 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Deuxième année, on a perdu contre CNDF aussi, mais chez nous, en demi-finale aussi. Me semble. Ouais, ça ressemble à ça. Me semble que oui. Wow, et moi, j'étais plus là, donc je peux pas t'aider là-dessus. Deuxième année contre CNDF, encore en demi-finale chez nous. Puis c'est cette année-là qu'ils ont gagné contre Sherbrooke, encore en finale. Non, c'était en Beauce. C'était contre la Beauce qu'on avait battu. C'est vrai, sur le terrain de Limoilou. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Puis troisième année, là, on fait le saut en Division 1 avec le CNDF, encore une fois, qui eux aussi suivent. Puis ça avait été une année difficile là, pour nous, première année en Division 1. On avait comme mojo un peu first year is no excuse. Comme t'as bien beau une première année, ça te donne pas d'excuse. Puis mais ça avait été difficile comme année, une année d'adaptation, qu'on le veuille ou non. Puis je pense qu'on avait terminé l'année avec 2 victoires. Donc ça avait été rough pour... Mais pour ceux qui sont pas très familiers avec le football collégial, il faut le mentionner, une des difficultés que les Villosaurs rencontrent année après année, c'est le recrutement. C'est pas facile. Maintenant, surtout qu'à Québec, les programmes collégiales poussent, puis il y a tellement d'équipes en Division 1, Limoilou, CNDF, Garneau. On avec 4 équipes à Québec. À Québec. Avant, il y en avait une, le Garneau. Avant, il y avait le plaisir de ratisser l'âge. Puis maintenant, Garneau, c'est milieu, bas de classement. Même dans la région de Montréal, il n'y en a pas 4 équipes dans la Division 1. Tu as Vanier et Cégep du Vieux qui ont la chance d'être une école francophone et une école anglophone. Fait qu'ils n'ont peut-être pas nécessairement le même type de clientèle. Tu as Momo qui a de la misère. Tu as Montmorency, mais qui est à Laval. Qui va chercher aussi un autre bassin de joueurs. Exact. Mais Québec, c'est que tout est quand même rapproché. C'est très serré. Puis là, tu as Lévis, l'autre bord du pont, qui est tout seul. Bien sûr que ça va chercher tous les gens de la Beauce, Rimouski, mais quand même, c'est une difficulté que tu dois vivre avec. Il y a une difficulté de recrutement. Vous dites, vous cherchez le monde de Rimouski, mais c'est pas tout le monde de Rimouski qui va s'en venir. On s'entend. Donc, déjà, ça aussi, c'est une difficulté. Ça va de mieux en mieux. Cette année, il y a une très bonne année. Puis, toutes les équipes de Québec, à part peut-être FX Garneau, qui ont une année plus difficile, mais Lévis-Lauzon, ça va bien. Limoilou va bien, puis CNDF, je pense qu'ils sont deuxième. Dans le top 4, Lévis-Lauzon, CNDF sont là. CNDF ont une défaite, nous on en a 2, je pense. Puis numéro 1, Limoilou, je pense, sont 3-4 ou 4-3. Là, fait que c'est vraiment, les 3 programmes vont vraiment très bien. Donc, c'est la preuve que je pense que le football est vraiment en expansion. Puis, ça, je pense que c'est en grande partie dû à l'éclosion du football universitaire, surtout grâce au championnat gagné par le Rouge et Or. Puis maintenant, avec les Carabins, on réalise qu'il n'y a plus juste une équipe, il n'y a plus juste une suprématie dans le football universitaire québécois. Fait que là, ça force les programmes collégiales à, diversifier leur recrutement, diversifier leur portefeuille, puis d'aller chercher des joueurs un peu partout ailleurs. Puis
les jeunes, ils voient ça, ils voient l'éclosion, ils voient le football comme un nouveau sport, comme quelque chose de rafraîchissant. Fait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent. Mais... Fait que là, ça donne de meilleurs programmes, du football plus compétitif. Puis là, maintenant, le football universitaire québécois, il n'y a jamais autant de parité, je pense. Ben, puis même, tu regardes, depuis là, les débuts, là, surtout quand toi et moi, on a commencé, Alex est un peu plus jeune que nous, mais quand nous, on a commencé, il n'y avait tellement pas beaucoup de programmes scolaires. Non, c'est ça. Moi j'ai joué civil. J'ai dû faire de la route pour aller jouer à Polyvalent de l'Ancienne-Lorette à Québec. Puis là, maintenant, il y en a partout. Moi, je jouais civil, puis on était l'équipe dans ma région. Exact. Il y avait une équipe, évidemment, à l'école secondaire à laquelle j'allais, c'est au Collège Bourges, mais qui était un collège privé. Ça arrivait souvent que les collèges privés avaient déjà des équipes de football parce que c'est une tradition qu'ils gardaient avec les pensionnaires puis tout ça. Mais sinon, il n'y avait pas d'autres équipes. Les écoles de la région n'avaient pas d'autres équipes. Maintenant, les 4 écoles francophones, dans un bassin d'à peu près 50 000 jeunes, 50 000 jeunes environ, les quatre écoles en ont là, des équipes. C'est complètement fou. Là. Fait que là, maintenant, c'est encore plus difficile de recruter des joueurs, mais on est quand même capable de former nos équipes. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt pour le football, puis il y en a des jeunes. Ben oui, tout à fait. C'est le fun. C'est vraiment du positif. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que, comme vous avez dit, il y a beaucoup d'équipes collégiales Division 1 à Québec puis dans les alentours, mais il y a beaucoup d'excellentes équipes. Ah ben oui. Fait que ça veut dire qu'il y en a du talent. Là. Ah, il y en a énormément. Si on est capable d'avoir autant d'équipes avec autant de talent, c'est qu'il y a des bons joueurs de football ici. Tout à fait. Je pense que ça va aller en s'améliorant parce que plus le sport va devenir populaire, plus il va y avoir de jeunes qui vont s'initier à ça, plus il va y avoir de talent qu'on va découvrir. Puis plus passer au prochain niveau va être difficile parce qu'il va tellement y avoir de talent au bas de la pyramide que les meilleurs vont devoir justement se surpasser puis se dépasser pour s'illustrer. Puis même, moi, je m'en rappelle, à l'époque, quand j'étais au CNDF, il y avait un gars qui venait de Montréal. Jérôme Normandin, qui est le frère de Louis Mathieu. Oui. Puis là, maintenant, je regarde le line-up du CNDF, puis la moitié des joueurs viennent de Montréal. Puis à l'inverse, quand moi, je suis allé me faire recruter, je suis allé faire la visite au Carabin. J'étais le seul gars de Québec qui allait. Et là, maintenant, tu regardes les line-up des deux équipes, mettons Carabin et Rougeard. Carabin va piger énormément sur l'île. Et à l'inverse aussi, les Carabins vont énormément du côté du 4-1-8. Donc, avant, là, la 40, Québec reste à Québec et Montréal reste à Montréal. Puis là, maintenant, ça se partage tout ça. Puis il y a une grosse guerre de recrutement. C'est drôle que tu parles de CNDF parce que moi, je suis entraîneur au football au niveau midget à Saint-Lazare. Puis, j'ai la chance de coacher des jeunes de 16 et 17 ans qui se préparent à aller éventuellement au cégep. Puis, premier match l'année passée, on joue contre les Barons de Saint-Bruno. Donc, Saint-Bruno et Saint-Lazare, là, c'est deux villes qui sont... Bon, il y en a une qui est sur la rive sud, puis nous autres, on est dans la Montérégie, pas loin de la frontière ontarienne. Là. Puis, il y avait Sébastien Lévesque qui était à notre match pour recruter des jeunes pour le CNDF, qui est à 3 heures de route là, d'ici. Là. Fait que c'est fou comment maintenant les équipes là, ils misent sur le recrutement vraiment au maximum, puis ils vont essayer d'aller chercher les talents un peu partout pour construire leur équipe, peu importe d'où est-ce qu'ils viennent. Là, ben moi, j'ai vu un Glenn Constantin à Rimouski au printemps passé. Ça se promène. Il faut dénicher les talents, puis même justement, on le parlait, une des difficultés des Villosons, c'est le recrutement, mais quand on va chercher justement des Alex Romer-Raymond, c'est là-dessus que tu peux bâtir un bon programme gagnant. Tu vas chercher un gros joueur comme ça, tu l'entoures de jeunes qui apprennent d'un des meilleurs à sa profession, puis après ça, autant des deux côtés du ballon. Puis par la suite, tu arrives à créer d'autres petits talents, puis ça fait des bébés, puis ça fait en sorte que tu construis un programme gagnant. Quand tu vois, mettons, un joueur qui connaît beaucoup de succès au niveau universitaire, qui est sorti d'un programme, c'est pas un programme plus petit, mais c'était un programme qui était moins connu, qui avait moins, pas vraiment d'expérience, mais peut-être d'ancienneté. C'est un programme qui est jeune. Là, qui est extrêmement jeune. Là, si on compare à les vieux Montréal, Vanier, Champlain-Lennoxville, c'est des programmes qui ont du vécu. Puis tout ça, les Villosons, c'est un programme qui est relativement jeune. Puis là, tu vois un athlète qui sort de là puis qui connaît beaucoup de succès. Tu te dis, hey, crème, ça veut dire qu'il y a du bon football à cette école-là. Très vrai. Que les jeunes commencent à regarder un peu plus les écoles qui sont un peu moins connues. Puis ça augmente la parité. Puis t'as des meilleurs joueurs qui s'alignent avec ces écoles-là. C'est vraiment intéressant. Alex, selon Mathieu qui a booké l'entrevue, tu es un étudiant en médecine. Oui, exactement. Wow. C'est pour ça que je suis habillé de même aujourd'hui. C'est ça, je me suis dit, t'es vraiment trop bien habillé pour nous pour être en studio. T'es vraiment trop bien habillé. Il n'y a pas de caméra. Là. C'est ça. J'ai des bottes, il n'y a pas de caméra. J'ai des bottes laine, puis j'ai un V-neck, puis en fait, là, j'ai un crew-neck, puis je suis plein de café, puis de sang. En cas, c'est une autre paire de manches, là, mais mon verre m'exposer dans les mains tantôt, mais ça, on en fait fi. À quel point c'est difficile de combiner études et football en tant qu'étudiant en médecine, qu'on s'entend que c'est des études qui sont très, très avancées puis très poussées, puis tu peux quasiment pas, j'imagine que tu peux pas travailler à temps partiel impossible. Non, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui fait ça, c'est un surhumain. J'y lève mon chapeau parce que moi, je sais, tu sais, qui fait football, médecine, puis qui travaille en plus, là,
Moi, je vais vous dire. Il dort pas, tout simplement. C'est ça. Moi, je dors le temps que je peux, tu sais. Fait que je me dis, ben là, lui. Mais sincèrement, moi, je fais tout le temps la joke, tu sais, comment tu fais? Je dis, je survis. C'est ça. Mais pour vrai, c'est que j'aime vraiment ce que je fais. C'est le football pour moi, ça a toujours été la base de tout en plus. Exactement. Puis moi, je vais vous dire, là, je fais tout le temps la même farce, mais c'est pas des farces. Et moi, j'ai décidé de rentrer en médecine 2 semaines avant les inscriptions à l'université. Tu sais. Moi, j'avais relativement des bons résultats académiques. Quand même. T'es étudiant en sciences pures au Cégep? Au Cégep de Lévis. Tu sais. Puis c'est drôle parce que tu sais, moi, j'étais quelqu'un qui était vraiment pas bon à l'école. Là, au primaire, secondaire. Là, moi, j'ai manqué d'être dans des groupes spécialisés, là, parce que comme... Les cours du soir, puis perfectionnement. Nous autres, t'avais les groupes 10 qui c'était comme transition entre le régulier puis avec difficulté, tu sais. Puis au début, on voulait m'envoyer là-dedans, puis ma mère, elle s'est battue pour pas que j'aille là-dedans parce qu'elle savait que c'était pas parce que j'étais pas bon, c'était parce que... Manque de volonté, peut-être. Ou parce que j'étais son petit gars, puis elle voulait pas Mais c'est justement de là, je pense, que vient mon éthique de travail. C'est que ma mère, elle me... Tu sais, je demandais tout le temps à ma mère, tu sais, pourquoi moi, j'ai pas des aussi bonnes notes que mon ami Ludovic, que lui, a tout le temps 95-100%, puis tu sais, elle était pas pour me dire que j'étais pas bon. Fait que, ce qu'elle me disait, elle dit, tu sais, ben, Alex, il y a du monde qu'il faut qu'il travaille plus pour avoir les mêmes résultats que d'autres. Fait que moi, j'ai tout le temps eu ça. J'ai travaillé. Puis ben c'est ça, tu sais. Puis moi, j'ai décidé de rentrer en médecine à l'université parce que justement, j'avais les résultats académiques pour le faire, mais j'étais quelqu'un qui se connaissait bien. J'étais quelqu'un qui savait que j'aimais aider les gens. Moi, j'étais pas capable d'être dans un bureau fermé. Puis moi, tu te rends compte, j'aime ça parler au monde. Ah oui. J'adore ça, j'aime les gens, j'aime les êtres humains. Puis quoi de mieux que la médecine pour pouvoir mettre ça à profit, tu sais. C'est vrai. Si j'ai les qualités cérébrales, je peux dire, pour le faire, puis que j'ai l'entre-gens, puis j'aime ça, faire ça, ben, tu sais, je me suis dit, ben, go for it. Mais là, on est privilégié de t'avoir en studio, là, avec un horaire aussi chargé que le tien. Ça ressemble à quoi une journée typique dans la vie d'Alex Romain-Raymond, avec l'école et le foot? L'horaire change à chaque semaine, tu sais, c'est un horaire électronique, puis ça change. Mais en gros, comment que ça marche, c'est que depuis que je suis rentré, parce qu'à l'Université de Montréal, comment ça marche, c'est que tu as une pré-med, tu as 2 ans de préclinique, première, deuxième. Là, tu es dans la 2e année de préclinique. 2e année de préclinique, c'est ça. Après ça, tu as 2 années d'externat, puis après ça, tu entames ta résidence. OK. Donc, moi, je suis à ma 2e année de préclinique. Puis, en préclinique, comment ça marche, c'est l'apprentissage sous forme d'APP. Apprentissage par problème. Okay. Puis, moi, là, je viens de débuter un bloc de pneumo. C'est pneumologie, poumon, puis tout ça. Puis, on arrive le lundi matin. C'est un bloc de 3 heures. On est en groupe de 8 à 10 personnes. Ils nous donnent un problème. On n'a aucune idée de comment on résout le problème. Okay. Là, on lit le problème ensemble. On sort des hypothèses. Ah, ça, c'est peut-être bien ça qui cause ça, qui fait ça. Puis on écrit ça sur un logiciel, puis on fait des hypothèses. Là, après ça, on a des lectures à faire. Là, on a 10 heures de lecture à faire pour ce problème-là, en moyenne. Parce que, tu sais, ça, c'est 10 heures, c'est quelqu'un de normal. Mais moi, j'ai pas autant de facilité que les autres dans ma classe. Il y a du monde qui ont du... c'est des cerveaux. C'est des cerveaux. Puis eux, ils peuvent s'en sortir avec 5-6 heures de lecture. Mais moi, c'est 12 heures de lecture, probablement. Okay. Donc, c'est ça. Là, moi, je fais mes lectures, je prends des notes, je me fais des exemples, puis, tu sais, je surligne mes affaires, puis je relis des fois une deuxième fois, tu sais, pour être certain que j'ai bien compris. Le vendredi, on retourne en classe, même groupe. Puis là, on discute de, OK, moi, j'ai lu ça, c'est ça qui cause ça, vraiment. Ce qu'on pensait, c'était pas bon, parce que c'est pas ça, tu sais. Puis là, on se forme des connaissances comme ça. À la fin, on a un autre problème. Puis c'est comme ça pendant 6 semaines. Wow. Puis là, comment que ça marche aussi, c'est qu'on a une demi-journée ou une journée complète à l'hôpital par semaine. Là, ça, c'est on est avec des patients, on apprend. C'est juste la communication au patient, recueillir un questionnaire médical, examen physique, pratiquer avec notre fameux stéthoscope. Puis ces affaires-là, des trucs de base. Mais c'est plus pour... tout de suite se pratiquer à rentrer en relation avec le patient parce que souvent on remarque ça, tu sais, y a beaucoup de plaintes à l'hôpital qui se font « Ah, le médecin, il m'a dit ça, il était bête, nanana », tu sais, puis je pense que plus on vieillit dans cette profession-là, plus on se met à considérer davantage les symptômes plutôt que le patient comme il est. Puis je pense que c'est ça que la faculté, en tout cas de Montréal, font très bien, en fait, c'est
nous enseigner que hey, c'est pas un mal de gorge là, la chambre numéro 46 là, c'est monsieur tel puis il vient de telle place, puis humaniser un peu tout ça. Exactement, puis ils font du très bon travail avec nous. Puis c'est grâce à ces cours-là, justement, qu'on peut apprendre à chaque semaine. Donc là, c'est ça. J'ai ma demi-journée, une demi-journée, une journée complète d'hôpital par semaine, mais 2 fois APP. Puis là, j'ai un cours théorique ou 2 par semaine de 3 heures en salle de classe. Ça peut être sur les soins pédiatriques, les soins gériatriques, ça peut être sur n'importe quoi, là. Tout dépendant, on est rendu dans quel... comme là, on est en pneumo, fait que là, ça va être plus de la théorie sur... ça peut être sur l'anatomie du poumon, ça peut être n'importe quoi. Okay. Donc, j'arrête pas ben, je vous dirais. Mélange au football. Là, t'as même pas parlé de pratique, d'entraînement, c'est ça. Match, puis de voyage à l'étranger pour aller faire des matchs. Les pratiques, c'est à chaque soir, c'est de meeting, réunion à 4h30 jusqu'à 5h30. Ensuite de ça, on embarque sur on se fait TP, c'est ça, 6h30 sur le terrain jusqu'à 8h30, 8h45. Puis là, après, tout dépendant des journées de pratique, on a un entraînement à faire en salle par position. Comme une journée, c'est receveur, demi-défensif, joueur de ligne offensive. Ouais, c'est ça. Puis il faut y retourner une autre fois dans la semaine par nous-mêmes pour faire 2 entraînements en salle durant la saison. Toi, t'arrives à manger là-dedans dans lundi puis le jeudi, ça c'est réservé pour manger, je présume. Exactement. Tu dors le mercredi. Faut dire que moi, je suis quelqu'un qui se couche tôt, relativement, parce que tout dépendait de l'étude que j'ai à faire, mais je suis quelqu'un qui se lève tôt, donc déjeuner, ça y a pas de problème. Dîner, on a tout le temps 1 heure qui est prévue, 1 heure, 1 heure et demie. Puis mais je m'amène des collations. C'est de s'imposer une discipline, une rigueur de travail, puis surtout toi, t'as pas le choix, en fait, là, c'est pas une option. Ah, ça, c'est certain que si t'es pas discipliné, tu survis pas dans ce monde-là. Là. En tout cas, pas si on fait... Ça serait facile de jouer au football puis de dire, moi, je joue au football, j'étudie en médecine, tu sais. Tu sais, je pourrais juste me présenter, check-in, check-out, c'est fini. Ouais. Mais moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui est passionné du football, je suis passionné de l'école. Moi, j'ai décidé d'exceller dans ces 2 domaines-là. Puis je fais ce que je dois faire pour exceller dans ces 2 domaines-là. Tu sais, j'ai pas des aussi bons résultats que tout le monde parce que, tu sais, je pourrais me trouver des excuses, j'ai pas le temps d'étudier comme tout le monde, mais je vais vous dire une chose, c'est que quand j'arrive à mon examen, je sais que j'ai fait ce que je pouvais faire du mieux que je pouvais pour avoir la meilleure note que je peux. Fait que si la meilleure note que j'ai, c'est 70, je prends mon 70 puis je ferme ma boîte parce que je le sais que... T'as fait ce qu'il fallait. J'aurais pas pu faire plus. J'aurais pu me dire, je dors pas de la nuit. J'aurais pu me dire, je vais pas manger, faut que je continue d'étudier. Mais à un moment donné, c'est que faut garder un mode de vie sain là-dedans. Puis un mode de vie sain, c'est pas dire je vais dormir 2 heures et demie, c'est pas je mangerai pas. Mais surtout dans 2 implications aussi intenses que ça, le sommeil, c'est à la base de tout. Surtout en médecine, il faut que tu sois capable de te concentrer et également au football. Si tu arrives fatigué à la pratique puis que le meeting vidéo des unités spéciales n'est pas encore commencé, la soirée va être longue. Oui, exactement. C'est drôle que tu parles de ça parce que quand j'étais au cégep, on dirait qu'il n'y avait rien qui me dérangeait. On dirait que je pouvais étudier toute la journée. Je te comprends. Je pouvais arriver le soir, puis ma pratique, il n'y avait pas de misère. Mais depuis que je suis à l'université, on dirait que la matière est tellement dense. J'ai étudié toute la journée, là, j'arrive à mon meeting, puis j'ai l'impression que je comprends ce que le coach dit, mais je comprends pas. Puis là, j'arrive sur le terrain, je fais mes affaires, puis là, le lendemain, je me regarde sur la vidéo, puis je fais mais qu'est-ce que je fais là? Puis là, c'est là que tu prends conscience de... Tu sais, des fois, je fais une joke, moi, je suis une machine, il n'y a rien. Mais c'est là que tu te rends compte que t'as bien beau être motivé comme tu veux, t'as bien beau être discipliné comme tu veux, mais tu restes un être humain comme tout le monde. Ben oui. Puis, t'as des limites, puis il faut que tu apprennes à accepter ces limites-là, puis à les gérer du mieux que tu peux, pour pouvoir les repousser du mieux que tu peux aussi, éventuellement. Très vrai. Alex, as-tu une idée un peu dans quoi tu aimerais te caser ultimement en médecine? Y a-tu un champ d'intérêt qui te fait plus vibrer, triper qu'un autre? Il y a plein de... Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses. Tu sais, le football, j'aime ça. Fait que l'orthopédie, je me dis peut-être bien que je vais aimer ça. Mais je pense que ça va être vraiment à mon externat. L'externat, c'est des stages dans chaque domaine que tout va se clarifier pour moi. C'est certain que, comme j'ai dit, l'orthopédie, c'est quelque chose que j'apprécie, tu sais, et que je pense que je vais aimer, mais je vais peut-être bien arriver puis je vais faire non, j'aime pas ça, tu sais. Mais il y a quelque chose qui m'attire plus qu'autre chose, puis c'est vraiment, c'est drôle à dire, mais c'est la chirurgie plastique. Ah ouais. Parce que je connais, j'ai une amie avec moi en classe, elle a eu un cancer du sein. J'ai du monde de la famille proche qui ont eu ça. Puis, tu sais, on dit chirurgie plastique, on pense tout le temps à faire des gros seins, puis tout ça, mais tu sais, oui, ça vient avec, tu sais, mais
moi, c'est pas vraiment ça qui m'attire. C'est que je vois tellement souvent des... Puis je me répète parce que je dis souvent ça. Les gens qui vont entendre ça vont dire « Coudon, il dit tout le temps ma affaire. » Mais c'est parce que c'est vraiment ça. C'est la vérité. Puis j'ai tellement vu de femmes perdre un peu de leur confiance en perdant leur sein. Puis ça prend beaucoup de courage pour faire ça, mais en même temps, c'est triste parce que tu te dis « Coudon, c'est la même femme, c'est la même personne au final. » Puis moi, je me dis, si je suis capable de refaire des seins, puis de redonner un peu de confiance à ces femmes-là, ben moi, je me sentirais, je serais heureux de faire ça, puis si je peux le faire, ben tant mieux pour moi. Puis j'aimerais ça faire ça, puis donner une seconde chance un peu à ces femmes-là, de retrouver leur confiance, puis si c'est juste ça, ben ça sera juste ça, tu sais, puis moi, je pense que j'aimerais faire ça. Tu sais, il faut dire aussi que la chirurgie plastique, c'est pas juste non plus, tu sais, refaire des nez. C'est l'écran brûlé, c'est un paquet d'affaires. C'est des greffes, c'est des reconstructions de visage. Mettons qu'il y a une petite fille qui s'est faite mordre par un chien, quand même, ils vont reconstruire le visage, c'est plein, tu sais. Tu peux aider des gens qui ont vraiment perdu... Un accident de voiture, tu sais. Oui, c'est ça. Combien on voit ça, des jeunes accidents de voiture, tu sais, puis que... Ils sont défigurés, tu sais, puis... On s'entend-tu qu'à 16-17 ans, s'il y a de quoi d'important dans notre vie, c'est bien notre image. Puis la confiance. Exactement, puis je pense que ça vient avec, tu sais, puis justement, si je... Tu sais, ça fait cliché de dire ça, mais moi, j'aime ça rendre les autres heureux, puis tu sais, comme moi, je disais ça quand j'étais tout petit à ma mère, puis je disais... Mais tu sais, moi, j'ai pas de talent, tu sais, au hockey, j'étais pas si bon que ça, tu sais, puis je jouais pas encore au football, puis à l'école, j'étais pas si bon que ça, tu sais, puis j'ai demandé ça, puis elle me disait, ben non, Alex, toi, ton don, c'est que tu rends les autres heureux. Ben, c'était pas fou ce qu'elle me disait parce que je prends plaisir à faire ça. J'aime ça, faire ça. Puis je pense que je pourrais faire ça dans cette discipline-là. Puis si je réussis à faire ça, parce que je sais que c'est un programme qui est très... c'est une spécialité qui est très contingentée, c'est très difficile de rentrer là-dedans, ben je vais essayer. Puis si ça marche, ça marche. Puis si ça marche pas, ben c'est peut-être parce que c'était pas fait pour moi. Ce sera d'autres choses. Puis j'ai le temps de changer d'idée 3 fois aussi. Ben oui, t'es jeune. Revenons au football, Alex. Justement, bon, tu nous as parlé que 2 semaines avant les inscriptions, tu étais dans la médecine, mais... Qu'est-ce qui a motivé ton choix d'aller avec les Carabins? C'est-tu le football? C'est-tu le plan scolaire? Qu'est-ce qui a motivé ces raisons-là? Ben moi, j'ai décidé de venir à Montréal pour le football, en fait. Okay. C'est pas l'école qui m'a amené à Montréal. Okay. Moi, j'ai été visité à plusieurs écoles. J'ai été visité à Québec avec le Rouge et Or. J'ai été visité à Sherbrooke. J'ai été visité à l'UDM. Même à McGill avec les frères Donovan à l'époque qui coachaient là. Puis je vous dirais que quand je suis rentré à l'Université de Montréal, le feeling que j'avais, là, les joueurs qui étaient là, Danny Machocha qui est venu me serrer la main, qui m'a amené dans son bureau, qui m'a parlé, puis qui, tu sais, je l'ai testé un peu. Moi, j'ai demandé pour savoir s'il me connaissait vraiment. J'ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai amélioré le plus pour jouer universitaire? Puis là, il m'a sorti des matchs que j'avais joué. Bon. Il m'a dit, tu sais, il dit surtout dans des situations-là, tu sais, tel match, je sais pas si tu te rappelles. Fait que tu sais, ça me montrait que ce coach-là avait de l'intérêt pour moi. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, tu sais, puis que je me suis dit, ben si ce gars-là a pris la peine d'aller faire du vidéo pour moi, d'apprendre j'étais qui, de m'offrir de m'héberger à Montréal, ben je pense que ce gars-là mérite qu'on joue pour lui, tu sais. Puis j'ai beaucoup de respect pour justement Danny Machocha, puis moi je le considère vraiment comme un deuxième père, tu sais. T'es pas un numéro pour lui, t'es un joueur, puis t'es quasiment comme un de ses fils, tu sais. Il prend soin de toi, il te demande comment ça va, il te demande si tout est correct chez vous, il prend des nouvelles de tes parents. Il faut dire que c'est un Italien, puis la famille, c'est vraiment important, mais c'est vraiment vrai. Puis c'est vraiment ce sentiment de famille-là à l'Université de Montréal qui m'a fait pencher pour ici. Cool. C'est vraiment intéressant. Vraiment, vraiment intéressant. On va aller dans un côté un peu plus léger du podcast. On a fait ça aussi la semaine passée, puis on a eu l'idée de faire ça avec tout le monde parce que c'est toujours intéressant de parler football, mais pas nécessairement du football universitaire québécois, mais du reste, de toutes les autres ligues et professionnelles et amateurs et tout ça. J'imagine que tu suis la NFL, CFL, j'imagine que tu écoutes un peu les matchs. Si tu as le temps, évidemment. Si tu as le temps. Je suis un peu la CFL parce que j'ai beaucoup de coéquipiers qui jouent dans cette ligue-là. Puis je suis un peu la NFL aussi, ça, c'est quand j'ai le temps. Ouais. T'as-tu une équipe préférée dans la NFL? Ouais, j'en ai une, puis Anchil m'a dit que vous seriez pas content. Les Packers? Ouais. Ah, les Pats? Les Pats! Ouais. Alex, ça
ça allait bien jusqu'ici. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Ça allait bien, Alex. Là. Mais les gens nous aiment pas parce qu'on est les meilleurs. Ça, c'est décevant. Ça, s'il vous plaît, on peut couper son micro? On peut sûrement couper son micro. Les Pats! Mais on battu des Cowboys genre 30-6 cette semaine dimanche. Maudite affaire. Vous savez, si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. On est tous contre vous, les Pats. Exactement. Les Pats. Depuis quand t'aimes les Pats? Depuis que je suis en 6e année du primaire et que je suis corps arrière. Que Tom Brady, c'est mon joueur préféré. Toi, t'es jeune, donc ça veut dire quand? Là? Ça, c'est l'année avant qu'il gagne le Super Bowl contre les Eagles. OK. OK. Quand même. Je t'aime pas plus pour... OK, mais t'es pas un bandwagon depuis l'année passée. Les maudits bandwagon. Tom Brady, là, c'est... au début, ça a commencé parce que j'aimais les couleurs de l'équipe. Oui, mais quand on est en année comme tout le monde. Exactement. Moi, j'aimais les couleurs de l'équipe. J'aimais le logo aussi du Patriote un peu. Puis ensuite de ça, un an, tu veux pas, tu suis les Pats pendant un an. T'as beau avoir 6 ans, tu sais c'est qui Tom Brady. Là. Ben oui. Puis moi, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, tu sais... Pas pour le joueur, mais c'était que on connaît toute l'histoire de Brady Six, puis qui a été drafté dernier, puis qu'il a montré à tout le monde que c'est vraiment un documentaire écœurant pour ça. Il est disponible sur YouTube. Si les gens l'ont pas vu, allez voir ça. Brady Six, ça vaut vraiment la peine. Ouais, puis tu sais, ça, c'est quelque chose que j'avais apprécié beaucoup, tu sais, parce que tu te reconnaissais un peu dans lui? Ben, pas exactement, mais tu sais, toute ma vie, on m'a dit, je vais être trop petit pour jouer de linebacker collégial division 1. Je vais être trop petit pour jouer linebacker universitaire. Je vais être trop petit pour ci, je vais être trop petit pour... Je serais pas assez rapide pour ça. Puis j'ai jamais écouté ces gens-là comme lui a fait. Puis s'ils avaient écouté, il serait pas le joueur qui est aujourd'hui. Il n'y aurait pas 4 bagues dans moi, je partais pour dire que c'était le meilleur corps arrière de tous les temps. Là, tu te calmes. On peut quand même le dire. Là. C'est dans les c'est assurément dans le top 3. Il y a 4 bagues, je veux dire. C'est ce qu'il accomplit. Regardons ses stats. Il a battu plusieurs records. Bon, c'est plus lui qui a le record pour le nombre de passes de toucher en une saison, mais il l'a détenu pendant plusieurs années. 6 apparitions au Super Bowl, 4 bagues, le gars, toujours des saisons. On devrait en avoir 6, mais c'est pas grave. On salue Eli Manning. On salue Eli. Je m'attendais à ce que vous me posiez, c'est laquelle équipe que je déteste le plus. J'aurais dit toutes les équipes, mais particulièrement les Giants. Parce que je peux pas aimer les Giants. C'est vrai qu'Eli Manning est dur à aimer. Eli Manning, là. C'est pas ça, c'est le fait qu'il nous ait battu d'une fin de match, c'est 2 fois par heure. Moi, je vous dis, là, après le catch à Curse, c'est ça. J'ai dit, il y a une malédiction sur notre équipe. Il y a quelque chose, c'est tous des catchs qui ont pas d'allure en fin de match. Puis là, j'étais là. Nous, on était tous à la cage au sport, le Super Bowl. Puis là, tout le monde prenait pour les Seahawks parce que tout le monde déteste les Pats, tu sais. Puis là, moi, j'étais assis dans mon coin, là, puis là, j'étais là, il était à la ligne de 1, puis là, j'ai dit, c'est sûr qu'on... Je voulais pas dire que c'est sûr qu'on perd, parce que, je suis pas quelqu'un comme ça, mais comme... On est proche d'être mort. En plus que tu penses à Marshall Lynch, tu te dis, c'est pas mal sûr qu'il va rentrer. Ouais, à une verge à son début, Marshall Lynch. Pas mal sûr. Il donne 4 chances de rentrer. German Curse a fait un catch incroyable. C'était voué à l'échec. Moi, j'ai dit, il y a une malédiction qui pèse sur nous, c'est sûr. Puis là... Malcolm Butler. Qui fait le jeu probablement de sa vie. Là. Son année recrue, undrafted free agent. Incroyable. Ouais. Puis moi, je sautais sur ma chaise, puis je criais, puis je lançais du popcorn à tout le monde. Je le disais. C'est ça. C'était une bonne soirée pour moi. Ben, j'espère. Ouais. Je veux juste dire que les Titans, ils ont perdu 14-13 contre les Bills en fin de semaine. Je le rappelle. Parce que c'est un fan des Titans, puis je voulais juste le dire. Ah, c'est dur. Contre les Bills. Comment t'as pu prendre pour les Titans dans ça commence. J'étais en 99. J'aimais les couleurs, mais j'aimais beaucoup Eddie George puis Steve McNair. J'aimais leur style. J'aimais qu'ils étaient genre vraiment des vagabonds. Ils étaient pas aimés, mais ils pétaient tout. Puis j'étais comme ça, c'est mon style d'attitude. Puis depuis 99, je suis un fan incontesté des Titans. Puis là, on paye Mariota, ça va bien, mais là, on part contre les Bills. Ça, là, le goût de mourir. Le goût de mourir. Mais moi, mon équipe a gagné en fin de semaine. Mais c'est pas nécessairement une bonne équipe non plus. Parce que les autres, ils ont repêché 2e overall au repêchage l'année passée. Moi, ils ont repêché 1er overall. Ça donne une idée de l'équipe. Les Bucks. Ouais, les Buccaneers. Mais encore là, tu sais, j'aimais le logo parce que c'était un signe de pirate. Là. Comment ça va, le corps arrière, là, recrue, là? Jamie Winston. Je sais pas. Je suis pas convaincu encore. Il m'a pas encore convaincu. Mais moi, je pense que c'est le type de carrière que ça va prendre 2-3 ans vraiment de trouver son air d'aller. Puis avant qu'il soit confortable dans son rôle, dans sa position, avec le livre de jeu.
c'est ce genre de carrière où est-ce que ça prend du temps avant qu'il soit à l'aise. T'sais. Ce qu'il a fait au niveau collégial, c'est parce qu'il jouait dans une conférence qui est un petit peu plus faible contre des équipes plus faibles. Oui. Puis il y avait tellement de talent autour de lui. State était tellement aussi fort. C'est ça, il y avait tellement de talent autour de lui que c'est sûr que ça aide. Quand tu arrives comme freshman, en fait, comme joueur de première année, puis avoir autant de talent autour de toi, c'est presque facile d'avoir du succès. Mais il a quand même bien fait, puis il a quand même réussi. Mais là, il arrive avec les Buccaneers, qui est une équipe qui en arrache, qui n'a pas une grosse ligne offensive, qui a un porteur de ballon qui a eu de la misère à rester en santé dans les dernières années. Il y a un receveur de deuxième année qui est super bon, mais c'est quand même un joueur de deuxième année. Il n'a pas beaucoup d'expérience. Fait que une défensive qui est suspecte, là, disons-le. Fait que c'est sûr que c'est... Ouais, louche. Disons louche. Mais moi, la raison pourquoi j'aimais les Buccaneers, c'est que quand je jouais au football, moi, je jouais à défensif, je jouais comme demi-défensif, puis j'aimais tellement la défensive des Bucs, là. Ouais, le fameux Tampa 2 dans le temps. Avec Rondé Barber, John Lynch, Derek Brooks comme linebacker. Il y avait Warren Sapp et Simeon Rice à la ligne défensive. Écoute, c'était une défensive qui était le fun à regarder. C'est les belles années à John, mais aussi John Gruden. Oui, c'est ça. C'est quand John Gruden est arrivé en 2002, qui ont échangé un choix de première ronde aux Raiders pour l'avoir. Puis ils ont repogné les Raiders au Super Bowl. Puis ils ont pogné les Raiders au Super Bowl, puis ils les ont plantés. C'était malade. C'était vraiment le fun, mais... Moi, j'étais fan de cette équipe-là avant ça. C'était vraiment en 99 quand ils ont perdu contre les Rams en finale de conférence, je pense. Moi, j'ai juste hâte de voir tous les fans, l'année des Rams de fans de Pat sur Terre. J'ai juste hâte de voir quand Brady va prendre sa retraite en 2039. Là. Puis Garoppolo va arriver, qui va tout... Mais moi, j'ai fait... Moi, j'ai hâte de voir si quand les Pats vont connaître des mauvaises années, si tout mon newsfeed va être encore là. Mais moi, j'ai fait une prédiction. J'ai dit que Jeremy Garoppolo va être un très, très bon joueur dans la NFL. T'apprends du meilleur, puis c'est un projet à long terme. Puis tant que Bill Belichick va être là, pour moi, les Pats sont ensemble. Pour moi, c'est un système. Oui, totalement. Tu prends n'importe qui, ça va marcher. Ben oui. Mais la preuve, c'est que à part Randy Moss, là, c'est qui le seul bon receveur que Tom Brady a eu? Tu sais, oui, il y a eu Rob Gronkowski. Il y a des bons receveurs, puis les autres équipes viennent nous les chercher. Non, mais c'est ça qui arrive. Tu parles de Troy Brown? Troy Brown qui a envoyé à défensive après une couple d'années. Mais oui, c'est fou, ça. Ouais, mais tu sais, c'est pas un receveur numéro 1. Il y a Rob Gronkowski, c'est un excellent tight end, mais c'est pas un receveur. Tu as eu Wes Welker, qui est un bon slot back. Dion Branch fait des bonnes années. Encore là, Dion Branch, il a quitté les Pats. C'est sûr, il n'a pas joué 12 ans. Je suis entièrement d'accord. C'est souvent le cas avec les autres receveurs. Ils connaissent une ou deux bonnes années avec les Pats, puis ils s'en vont ailleurs, puis c'est fini. Là, mais tu regardes la défensive, une bonne défensive, mais sans plus. Là, c'est pas une défensive c'est pas la défensive des Seahawks. Ils n'ont pas de joueurs étoiles, mais on dirait que dans le système, tous les joueurs qui sont allés chercher, c'est tous des joueurs qui correspondaient bien au système, puis ils ont réussi à construire leur équipe avec ça, puis ça fonctionne parce que tous les joueurs comprennent le système, puis ils sont bien dans ce système. Puis Bill Belichick, c'est une tête de football, rien qu'un peu, ce gars-là. Il réinnove le football à chaque année. Mais oui, totalement. J'aime pas les Pats, mais je les respecte pour ça. Vous commencez à les aimer, à vous entendre parler. Ça va s'en aller. Jamais. Non, mais je les respecte dans ce qu'ils font parce que en tant qu'amateur de football, tu regardes ce qu'ils font puis tu peux juste apprécier ce qu'ils font, tu sais. Oui, puis tu sais, mais t'es pas obligé d'aimer l'équipe. C'est sûr que les Pats ont besoin de tricher pour gagner, mais tu sais, ça, à la limite, hein. On n'a pas ça. C'est tellement facile à sortir. C'est sûr, quand tu filmes les signaux des autres équipes... ou tu dégompes des ballons. Mais y a-tu une règle contre ça? Ouais, il y a une règle contre ça, je pense. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu as besoin de filmer les signaux des autres équipes quand toutes les équipes s'échangent la vidéo de toutes, là, tu sais. Parce que dans... De toute façon, le football, c'est qu'à chaque semaine, tu scrapes ton playbook et t'en fais un nouveau totalement. Là, je veux dire, c'est une deux briques qui partent pour en rentrer trois. Là. C'est carrément ça. Là. C'est incroyable. À chaque année, il y a des jeux qui restent pareils, on s'entend, mais surtout la défensive, c'est la défensive qui s'adapte constamment. L'offensive va quand même toujours les... Quand tu suis pas mal ça, tu vois qu'il y a les mêmes jeux où si tu joues du West Coast, ils ont des tendances là, que tu vois qui se répètent, mais c'est sûr que les jeux ils évoluent à travers les tendances. Du high form va rester du high form, je veux dire, du strong back va rester du strong back, mais ça reste que c'est beaucoup les défensifs qui s'ajustent. C'est une 4-3, une 3-4, une 5-2, dépendant de ce que tu affrontes comme offensive. S'ils jouent à 2 tight ends, s'ils jouent du 5R, ça dépend, mais ça reste que c'est les défensifs qui s'ajustent constamment. Donc pour ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus d'adaptation, mais c'est vrai qu'il y a des zones grises dans le cahier de jeu. Alex. Fait que les Pats, hein. On va s'en rappeler. On va s'en rappeler. On va s'en reparler. Prochaine défaite, là. Alex, c'est en troisième année. C'est ton année du East-West. Comment tu entrevois ça? Ben, moi, j'ai eu l'opportunité de faire le East-West l'an passé, faire un an d'avance. Wow, c'est vrai, ta deuxième année. Ouais, puis je pense que ça m'a beaucoup aidé. En fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai vu que j'étais capable de rivaliser avec des joueurs un an plus vieux que moi. Les meilleurs au Canada, en plus. Exactement, tu sais. Puis je pense que j'ai quand même bien fait durant ce match-là, puis durant la semaine de pratique. Donc, je pense que ça m'a bien préparé pour cette année. Donc, si j'ai l'opportunité de le refaire cette année, je pense que ça va
pas être du nouveau pour moi, donc je vais être prêt. Je vais savoir c'est quoi faire un combine, je vais savoir c'est quoi la semaine, je vais savoir. T'es devant les recruteurs aussi. Exactement, tu sais, puis j'aime ça, le feeling que t'es regardé, puis il faut que tu fasses bien. Tu sais, je suis quelqu'un qui. C'est pour ça que je veux un peu me diriger vers la chirurgie parce que. La pression. C'est drôle, excusez l'expression, mais ça prend des couilles pour faire ça, tu sais. Tu carbures à la pression, dans le fond. Exactement, tu sais, faut pas que quand ça vient le temps de. Tu sais, comme quand ça vient le temps de faire un gros jeu sur le terrain de football, ben, gars, je vais le faire. Non, c'est ça. Moi, dans ma tête, il n'y a aucun doute que je ferai pas, je vais le faire. Si tu veux que je fasse ce job-là, ben, gars, je vais le faire. Exact. Fait que c'est la même affaire sur le marché du travail pour moi, tu sais. Mais que ça soit stressant, mais que tout le monde capote, ben moi, je vais être tranquille à côté, puis je vais faire ce que j'ai à faire. Fait que c'est pour ça que je veux me diriger dans cette branche-là, tu sais. Puis, même chose pour le East-West Bowl, tu sais, comme tu sais que tu as regardé, tu sais que c'est ton 40 verges, t'as pas 6 fois pour le faire. Là. Non, si tu fais 2 mauvais 40, ça va mal paraître. Là, exactement, tu sais. Puis, sur le terrain de football, tu n'as pas 1000 reps. Là. Non, pas du tout. Les reps que tu as, faut qu'ils comptent, faut que tu fasses de quoi. Faut que quand tu te places, tu te dises... Faut que je fasse faut que je fasse quelque chose pour que les autres se rappellent de moi. Non, exact. Même chose que quand je suis arrivé à mon premier jeu collégial. Faut que je fasse quelque chose pour que le coach n'ait pas le choix de me laisser sur le terrain. Puis j'ai tout le temps répondu comme ça. C'est quand j'ai eu la chance de jouer universitaire, tu sais, j'étais premier backup, tu sais, puis quand le coach m'a embarqué, ben je me suis dit, mais quelqu'un. Là, faut que je fasse des jeux pour qu'ils se disent, c'est lui mon premier. Puis ben c'est ça qui est arrivé. Puis j'ai réussi à faire ça 2 fois. Fait que je me dis que je vais être capable de le faire une 3e fois. Est-ce que tu caresses le rêve professionnel? Ben, c'est sûr que moi, depuis que je suis en 6e année puis que Tom Brady, c'est mon joueur préféré, que je veux jouer au football. Dans ces années-là, je voulais être corps arrière, mais ça a changé avec les années. En cours de route. C'est ça. Ben, moi, j'ai ce rêve-là depuis que je suis tout petit que je veux jouer au football professionnel. Tu sais, je veux pas dire que je vais faire ça toute ma vie parce que tu sais, je vais à l'école puis de toute façon, la moyenne d'années de carrière de CFL. Même si tu joues 10 ans, c'est pas des salaires qui vont te permettre de vivre là-dessus toute ta vie après. Là, non, c'est 2 ans la moyenne des carrières CFL. Tu sais, puis je suis conscient de ça, mais moi, je veux le faire pour me prouver à moi que j'étais capable. Que tous les efforts que j'ai faits depuis que je suis tout petit, de surveiller, de compter ce que je mange, de m'entraîner comme un chien pour vrai à chaque jour, que je l'ai pas fait en vain. Puis que je l'ai fait parce que je voulais me rendre là, puis j'ai réussi à me rendre là. Puis un coup, je vais avoir réussi à me rendre là, je vais pouvoir dormir tranquille. Et puis c'est moins d'1% des joueurs qui se rendent au football professionnel. Ouais. C'est un accomplissement en soi. Là. Ben ouais, c'est certain. Tu sais, c'est... La pyramide, comme tu as dit tout à l'heure, elle devient de plus en plus petite, de plus en plus petite. Le taux se resserre. Puis c'est à toi de faire ta marque, puis rendu là. Comme dirait Anthony Cody, réalise ton rêve. C'est ça qu'il dit. Petit shout-out à son boy, Anthony Cody. Ouais. Bon, ben, c'est excellent. Je pense que c'est une bonne phrase pour clore ce podcast. Merci, Alex Cromer-Raymond, d'avoir participé au podcast Le 5e quart. Un gars très gentil, très cérébral, puis on sentait tout aussi. Ça a vraiment été une conversation très enrichissante pour nous autres, puis on te souhaite la meilleure des chances pour le reste de la saison, puis on va y aller un match à la fois, fait qu'on va te souhaiter la meilleure des chances pour le match en fin de semaine contre le Rouge et Or. On va être là, on va aller regarder ça. De rien, mais pas besoin de chance. Juste du travail, ça marche. C'est bon. On vous souhaite bien du travail, puis bien du terrain. C'est ça. Merci. 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 C'est ça.